La pelote. Je me rends compte qu'ils avaient une pensée qui n'a rien à voir avec ce que moi j'appelais le libéralisme. D'où vient l'arbitraire dans nos existences vraiment? Tous les matins, on est obligé de se lever pour aller travailler. Ah oui, mais qui décide de ça? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi produire? Pour gagner combien? Dans quelles conditions? Et donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on n'a pas de prise. Ça c'est l'intuition libérale originelle. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Cette phrase tirée d'un morceau de l'artiste HK pourrait résumer ce qui nous corsette, nous empêche, alors même qu'on veut nous donner le sentiment que nous sommes libres. Libres d'acheter, libres de consommer, libres d'être son propre patron. Cette notion de liberté semble aujourd'hui tellement portée au nu qu'elle est revendiquée matin, midi et soir par les libéraux d'aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la liberté de choisir son travail, de se déplacer, de vivre une autre vie que celle que, par le poids des structures, on nous contraint à vivre? Quid de la liberté de refuser, de s'opposer, de désobéir, de manifester, de faire grève? De quelle liberté parle-t-on? C'est sans doute cette question qu'Amine Messal, notre invité, auteur du pétillant et rafraîchissant essai « Erreur sur la marchandise », paru aux éditions Rue de l'Échiquier, a voulu creuser en s'interrogeant sur ce qu'était le libéralisme. Le libéralisme donc. Quelle est l'histoire de ce courant de pensée? Comment a-t-il évolué? Quelles sont ses dérives actuelles? Est-il utile aux luttes pour l'émancipation d'aujourd'hui? Sans doute qu'après cet entretien, vous ne regarderez plus un libéral revendiqué de la même manière. Mais une chose est sûre, dans le confusionnisme ambiant, Amine fait un exercice de clarification salutaire pour ne plus se laisser tromper et pour ne plus se laisser faire. La pelote. Bonjour Amine, bienvenue dans La Pelote. Salut Frédéric, merci pour l'invitation. Je vais te proposer d'abord de te présenter. J'ai 27 ans, j'ai un parcours, c'est pas classique, mais on va dire qu'après le bac, j'ai voulu faire des maths et j'ai toujours voulu faire de la recherche, notamment en mathématiques, mais j'ai été très vite percuté par l'enjeu écologique, comme beaucoup de gens de ma génération. Et donc à ce moment-là, je décide d'aller faire une école d'ingénieur parce que je me dis que les maths abstraites dans un monde qui explose, c'est pas toujours la chose la plus utile. Et en fait, en m'intéressant à l'enjeu écologique, progressivement, je m'intéresse de plus en plus au capitalisme et aux structures socio-économiques qui gouvernent nos existences. Donc cet intérêt, il n'est pas né comme ça de nulle part, hein. J'ai quand même un parcours impliqué, on va dire, même si j'avais pas une idéologie politique très, très structurée à l'époque. J'ai bloqué mon lycée contre la loi El Khomri, j'ai bloqué ma faculté contre la loi Heureux qui augmentait les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, mettaient en place Parcoursup, etc. Et donc, il y avait quand même, il y avait quand même un terreau. J'ai une maman immigrée tunisienne, assez engagée, qui a envoyé 4 employeurs au prud'homme, qui a gagné 3 fois. Donc, c'est quelque chose qui est pas né de nulle part, mais on va dire que au moment où l'enjeu écologique il arrive un peu sur le devant de la scène, j'ai, on va dire, 2 années d'avance de phase parce que je m'y étais déjà intéressé. J'avais vu, même au moment où Greta Thunberg lance sa grève, en fait, j'étais déjà en train de lire les rapports du GIEC, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, je me dis, non, mais ça suffit pas, le carbone, la comptabilité des dégâts environnementaux, tout ça, il faut, en fait, tout ça, je commence à le considérer comme un symptôme d'autre chose. Et cette autre chose que je vois dans les structures économiques et la manière avec laquelle on ne décide pas de nos existences et des structures productives qui nous entourent, hein. On a très bien vu dans ces débats qui ont beaucoup agité après le mouvement climat, le petit geste ou l'action collective, qu'on était dans une impasse en fait avec ces questionnements. Et donc voilà, très vite je m'intéresse aux sciences sociales et aux structures économiques, donc je vais faire des sciences sociales, je repasse des concours, je rentre à l'ENS au département de sciences humaines et sociales à Paris-Saclay, je fais un master d'économie et puis là je me dirige vers une thèse. Ça, c'est intéressant. Je me permets de rebondir sur l'apport des sciences sociales par rapport aux sciences dures que tu as vécues au début de ton parcours universitaire. Ça t'a apporté quoi? Ouais, en fait, il faut dire que j'étais un étudiant en sciences exactes, peut-être pas tout à fait comme les autres étudiants en sciences exactes, puisque je lisais, D'accord. je lis- en fait, ma meilleure note de mon bac scientifique, c'est la philo, hein. Donc, j'aimais beaucoup les maths, mais il y avait
voilà, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté peut-être poétique et d'abstraction en fait dans les mathématiques. Mais quand même, ça a été très utile par la suite pour comprendre beaucoup de choses, notamment d'un point de vue voilà, scientifique des problèmes écologiques. Mais on va dire que j'arrive en école d'ingénieur avec une appréhension déjà, hein. De base, je m'attends à ce que ce soit dépourvu de réflexion critique et politique. Et donc, j'ai pas été déçu de ce point de vue-là. J'ai été, Ouais. voilà, en fait, je suis pas rentré en école d'ingénieur avec des illusions, donc j'ai pas eu de désillusions. Et donc, très vite, ça passe pas hein, avec les professeurs, ça passe pas avec beaucoup d'étudiants. Je me heurte à une certaine, une forme de rigidité, en réalité, de comment on résout les problèmes. Et quand en face de moi, on prenait le cadre politique, économique, sociétal comme une donnée du problème à l'intérieur duquel il fallait résoudre voilà, plein de petits problèmes, et parce qu'on considère l'écologie comme un petit problème interne hein, à une structure sociale donnée. Et moi, à chaque fois que j'amenais le sujet de, ben, en fait, on peut aussi essayer de réfléchir à cette structure-là, la changer et regarder quelles sont ses implications pour les problèmes qui nous intéressent. Donc, autrement dit, ben, au lieu de réfléchir à la construction d'une voiture électrique, on peut peut-être réfléchir à l'aménagement du territoire. Pourquoi il est autant centré sur la voiture? Ce genre de réflexion était complètement étrangère Hmm. aux gens qui m'entouraient, que ce soit les étudiants ou les professeurs. Hmm. Alors, évidemment, pas totalement. Et il y avait des gens qui réfléchissaient un petit peu plus comme moi, mais on était très largement minorisés. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là, je commence à m'intéresser avec un professeur, d'ailleurs, à Jean-Marc Benguigui, qui est à Centrale Nantes, qui fut le mentor, on va dire, en quelque sorte, parce qu'il a fondé une option de la transition écologique à Centrale Nantes. On s'est beaucoup battu pour augmenter la place de ces enjeux dans le cursus, avec une approche sciences humaines, économie, etc. Et c'est avec lui qu'on a mis en place l'option low-tech à Centrale Nantes, d'ailleurs, que beaucoup d'écoles d'ingénieurs essayent de répliquer aujourd'hui. Et moi, donc, en parallèle de l'école d'ingénieur, voilà, je me forme à l'économie, je me forme à la sociologie, à la géographie, mais d'un point de vue vraiment, enfin, je vais m'inscrire dans des universités pour passer les examens, faire des licences. Et je vois de plus en plus le fossé qui s'agrandit, hein, qui me sépare Hmm. de la vision ingénieur. Et je pense que le nœud du problème, c'est voilà, encore une fois, de considérer la structure sociale, économique et politique qui nous entoure comme une donnée intangible, inexorable, qui ne compte pas et sur laquelle on ne peut pas avoir d'action. Et ça transforme les ingénieurs en petits exécutants, en fait, hein, parce qu'on leur fait faire un stage ouvrier en début d'école pour leur montrer la dure vie des ouvriers, et eux, on les forme à un haut niveau scientifique, de responsabilité, etc. Mais en fait, sans la réflexion politique hein, en sciences humaines, ces gens deviennent des petits ouvriers du capital, des petits Oui. ouvriers qui en fait exécutent la résolution des petits problèmes que rencontre le capital quand il se heurte à des enjeux comme l'enjeu écologique. Mais en fait, c'est une exécution qui a vocation à changer des petits détails pour que rien ne change. Tu t'es engagé beaucoup politiquement. On t'a beaucoup vu en tant que porte-parole du collectif contre la 69. Donc justement aujourd'hui, tu écris ce bouquin qui s'appelle Erreur sur la marchandise, donc aux éditions Rue de l'Échiquier, sur le libéralisme. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a pris? Quelle mouche t'a piqué? À moins que tu voulais en fait clarifier quelque chose, je sais pas. Mais raconte-moi comment est venue la genèse de ce bouquin. Ouais, alors ce bouquin, il a beaucoup surpris moi autour de moi. J'ai des copains marxistes qui me disent, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es libéral maintenant? Et de l'autre côté, il y a voilà, des libéraux qui me disent, mais il faut arrêter de voir votre idéologie marxiste dans dans les textes de nos penseurs. Donc, voilà, personne n'est content. Peut-être qu'il faut que je commence par un professeur qui s'appelle Facundo Alvaredo, qui est professeur à l'école d'économie de Paris. C'est avec lui que j'ai commencé à lire Marx. Et donc, assez tard, en fait, hein, dans ma scolarité, bon, vous connaissez, j'ai lu des extraits, j'ai quand même une culture générale en économie, donc je savais de quoi il s'agissait. Mais en fait, ce professeur nous a fait lire Marx, mais avant de nous faire lire Marx, dans son cours d'histoire de la pensée, il nous fait lire d'abord Adam Smith. Puis ensuite, il nous fait lire Ricardo. Alors, je me dis, mais c'est une blague, on est où? Et puis après, il nous fait lire Marx. Et il nous met quand même des passages de John Locke, donc c'est très intéressant. Parce que moi, là, je tombe des nues et je me rends compte, en fait, je me rends compte qu'il y a chez les classiques, donc moi que j'appelle les libéraux classiques, c'est-à-dire Hmm.
pour le différencier du libéralisme contemporain, il y a une espèce de préscience de la théorie que Marx va mieux raffiner dans le Capital et vraiment fonder, notamment sur les concepts de travail. Qu'est-ce que le travail? À qui appartient la force de travail? À qui appartient la production qui vient du travail? Mais également sur les sujets d'exploitation et évidemment de liberté. Alors, en fait, on se rend compte quand on fait ce chemin de lire ces gens avant de lire Marx, que la question de la liberté, elle était prise, elle était attrapée avec quelque chose qui mène à des contradictions, qui s'appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que je considère les phénomènes sociaux comme résultant, ou en tout cas pouvant être expliqués par les agissements individuels. Et donc ces gens-là s'intéressent à la liberté, donc les libéraux classiques, en partant de l'individu. Et Marx, il part pas avec le même angle. Déjà, son premier chapitre, c'est la marchandise dans le Capital. Donc Hmm. on voit immédiatement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la structure de ce qui traverse nos économies et de la tentative de comprendre pourquoi et comment. Et donc, il part pas du tout avec le même angle. Marx, il s'intéresse immédiatement très vite aux structures. En fait, on se rend compte que malgré cette différence d'approche, il y avait une intuition chez les penseurs du libéralisme qui essayaient quand même de penser la liberté, c'est-à-dire l'émancipation individuelle. Il y avait une intuition qui était celle de la lutte contre tout ce qui pouvait peser sur l'individu. Par ailleurs, c'est pas qu'une intuition, hein, c'est écrit, c'est explicité. On se rend compte que même sur les sujets qui vont beaucoup plus intéresser Marx, hein, le lieu de la production, les rapports de pouvoir dans la production et les structures économiques, en fait, Adam Smith avait eu cette intuition, mais il est un peu en, comme dirait mon professeur, en terra incognita. Il n'a pas encore les mots, il n'a pas encore les Oui. concepts pour devancer le problème qu'il est en train d'affronter. Et Adam Smith écrit, c'est au chapitre 7, il me semble, ou 6 de Wealth of Nation, donc c'est au début, hein, parce que des chapitres, il y en a des La dizaines. richesse des nations en français. Ouais, c'est ça. Donc au début, il dit à un moment, le travailleur, en fait, produit toute la richesse. Et bon, cette richesse, elle est quand même ventilée entre le travailleur et celui qui a apporté le capital. Bon, parce que celui qui a apporté le capital, il a pris son risque. Et là, Smith, voilà, là, Smith rencontre un problème parce qu'il sent bien que si c'est le travailleur qui crée toute la richesse, euh, pourquoi en fait le capitaliste doit en récupérer un morceau? Et donc, voilà, il bute. Et en fait, c'est un aveu de faiblesse quand il dit bon, le capitaliste a pris son risque parce que juste avant, il explique de manière théorique, enfin, théoriquement très élaborée, pourquoi le travailleur produit la richesse, pourquoi on passe du troc, selon lui, à l'échange de monnaie, etc. Donc, il a une proposition très élaborée. Et là, pas du tout. Il Hmm. s'en défile avec une phrase. Mais c'est parce qu'il est en terra incognita. Et donc après, Ricardo, voilà, va sortir sa théorie de la valeur travail. Et en fait, enfin, pour être précis, sa théorie de la valeur. Et puis Marx va construire sur ça, en fait. Et on se rend compte dans les premiers chapitres de Marx qu'il y a une grosse exégèse qui est faite hein, de Adam Smith et de Ricardo et de toute façon, tous les économistes, qu'ils soient libéraux ou pas de son temps, hein. Donc souvent, il leur tire dessus à boulet rouge, mais il n'hésite Hmm. pas à dire quand il est d'accord avec Smith sur certains passages. Voilà. Bon, Marx a énormément lu, hein, il s'appuie sur même Aristote à certains endroits. Donc, mais voilà, moi, ça m'a donné envie de creuser parce que dans ce cours, voilà, je me suis mis à lire Smith et puis après, bon, j'ai un peu enchaîné pour d'autres raisons. J'ai lu John Stuart Mill, des libéraux, là, on est plus au 19e siècle, donc des contemporains de Marx, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, alors que bien que ça ne parle pas de capitalisme, et donc il y a aussi beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Il faut pas, Les angles morts, oui. il Hmm. faut pas passer pour un libéral non plus, mais je me rends compte qu'ils avaient une pensée qui n'a rien à voir avec ce que moi j'appelais le libéralisme quand je critiquais les politiques d'austérité qu'on nous impose aujourd'hui, la structure des traités de l'Europe,
les, les, les velléités de l'Organisation mondiale du commerce, de libéraliser les échanges et d'imposer, comme avec le FMI et la Banque mondiale, des plans d'ajustement structurel aux pays du Sud, c'est-à-dire vous libéralisez vos économies, vous faites les choses comme on Mm. vous dit de les faire et donc on vous Mm. fera des prêts, etc. Et donc, voilà, ce libéralisme un peu agressif, en réalité, et qui a donné des résultats désastreux, qui a donné le mouvement altermondialiste, années 90-2000, en fait, moi, je l'associais pas du tout à une philosophie qui a ses contradictions et dont on va reparler, mais Ouais. qui était quand même beaucoup plus élaborée que ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est-à-dire je fais ce que je veux. Alors justement, Amine, si on devait définir ce qu'est le libéralisme à ses débuts, ce serait quoi? Dans la philosophie occidentale, on va dire que Hobbes y fait un geste, fin du XVIIe siècle avec le Léviathan, qui est assez singulier, qui est de dire comment on organise la société pour éviter la guerre de tous contre tous, la loi du plus fort. Pour éviter de se taper dessus. Voilà, c'est ça. Donc Hobbes, il faut rappeler rapidement, mais et Locke juste après lui, ils sont dans une Angleterre qui est en guerre de religion constante. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Angleterre, en Suisse, dans le sud de l'Allemagne, il y a eu la guerre des paysans un peu avant. Il y a en France aussi des guerres de religion. Bon, ça n'arrête pas et donc lui il se pose la question de comment on fait en fait pour vivre ensemble. Et même si bon, il l'explique pas vraiment exactement comme ça, mais le but ça va être comment on garantit la liberté des individus sans rentrer dans cette loi de la jungle. Donc il a un geste qui est de dire bon bah il faut trouver comment on maximise voilà cette liberté des individus tout en réduisant le risque tout en assurant la sécurité pour faire simple. Et donc, c'est pour ça que lui, il a une solution. Il propose une solution qui est absolutiste. Alors, ça paraît bizarre pour nous, parce qu'on grandit dans des États Mm. démocratiques, et c'est bizarre d'avoir un monarque absolu pour des raisons de liberté individuelle. Mais en réalité, selon lui, si les individus font ce qu'ils veulent, ça mène forcément à la guerre, à des conflits. Et donc, il faut que chacun remette son droit de se défendre, et donc, par exemple, de tuer les autres, à un Léviathan qui seul, lui, aura ce droit, et aura la charge de faire respecter la sécurité dans la cité. Et donc, bah pour Hobbes, l'absolutisme, c'est une solution, en fait, pour éviter la guerre de tous contre tous. Chacun remet son droit de tuer à une personne qui ne l'utilise que pour faire régner la sécurité. Et donc, en fait, ce geste-là, c'est ce que Pierre Manant, l'histoire intellectuelle du libéralisme, il nomme le moment au bien. En fait, le moment au bien, c'est le moment qui permet de concilier cette liberté individuelle avec la sécurité. Donc, c'est-à-dire le moment au bien, quand il y a un moment au bien dans une philosophie, c'est on vous explique comment on va éviter la guerre de tous contre tous en partant de la liberté et de l'individu. Et donc, ben, beaucoup de philosophies auront un moment au bien, et John Locke en aura un aussi. Chez John Locke, ce sera, ben, il faut qu'il y ait une assemblée, il faut que Oui. les gens se réunissent pour décider, donc Mm. il faut qu'il y ait un exécutif aussi. Il y aura Montesquieu après avec l'esprit des lois, etc., Oui. etc. Et donc, ça, ce que j'appelle un proto-libéralisme, parce que déjà, ils se revendiquent pas libéraux, donc c'est un peu anachronique de leur coller cette Oui. étiquette. D'ailleurs, Adam Smith, Ricardo, même s'ils sont pour le libre-échange économique, c'est pas, voilà, c'est ce que dit Catherine Audard, historienne du libéralisme, c'est aussi que ça arrive très tard, en fait, la revendication libérale de nous sommes Mm. libéraux. Donc, ça part, finalement, si on réfléchit à ce que ça signifie, ce moment ou bien, ça part d'une lutte contre l'arbitraire. Donc, ben, il y a une domination, une hégémonie culturelle à l'époque, c'est de l'Église, hein, qui Oui. pèse sur la vie des individus. Ça mène à des conflits. Donc, comment on s'en sort? Ben, en contestant ce pouvoir-là et en remettant nos pouvoirs, c'est pas le bon mot, mais nos capacités de violence et de désordre à une seule personne, à une autorité centrale. John Locke, c'est à peu près la même chose, mais sauf que lui, il veut sortir de la solution absolutiste. Donc ça lui convient pas. Il dit quand même, on peut faire mieux. Donc c'est pour ça qu'il va parler d'assemblée législative, d'un exécutif. Montesquieu, exactement pareil, mais il ajoutera le pouvoir judiciaire. Et donc on est dans cette recherche, en fait, cette conciliation entre la liberté individuelle et la sécurité. Et donc ça naît en fait de la contestation d'un pouvoir arbitraire, pour moi, le libéralisme. Donc ça naît voilà, on va pas laisser l'Église mener à bien cette hégémonie culturelle sur la vie des gens. On va pas laisser la monarchie dicter l'ordre social. Ça naît pour moi, ce que j'appelle dans le livre, un moment négatif, c'est-à-dire en opposition à un Oui. pouvoir arbitraire qui pèse sur la vie des gens. Et puis après viendra le mouvement positif, le moment positif qui est
de construction des institutions libérales qui permettent d'assurer comme ça la sécurité, donc le moment au bien, tout en préservant la liberté des individus, donc l'état de droit, la justice. Donc on voit bien ici, Amine, que le libéralisme historique qui était incarné par Hobbes, puis Locke et puis Montesquieu, qui ont élaboré par essais et travaux successifs les concepts d'état de droit, de liberté, d'expression, de séparation des pouvoirs, pour en quelques mots faire émerger le concept de garantie de la liberté pour toutes et tous, face à l'oppression de l'arbitraire, donc monarchique et religieux, mais que ce concept quand même de libéralisme a été dévoyé au fil du temps et des époques en Occident, pour finalement être réduit au seul concept de la liberté d'entreprendre, de faire de l'argent. Comment on a pu avoir cette dérive, et est-ce que finalement c'était pas cousu de fil blanc finalement à travers la pensée de la liberté pure hors les structures que Marx a pu mettre en lumière? Est-ce que c'était pas joué d'avance d'avoir effectivement ce genre de dérive qu'on connaît aujourd'hui? Ben, on va dire que bon, il y a peut-être plusieurs possibilités d'explication, mais moi, dans l'essai, en tout cas, je suis assez humble à ce sujet. J'essaye pas de construire une théorie historico-philosophique de Hmm. pourquoi on en est arrivé là au niveau du libéralisme. Mais je crois que le glissement, en tout cas, il faut le caractériser comme tel, c'est-à-dire de la liberté individuelle contre un pouvoir arbitraire qui pèse sur les individus à aujourd'hui une déresponsabilisation de l'individu, quitte à ce qu'il exerce lui-même un pouvoir arbitraire. Et donc, c'est ce que j'appelle un renversement, en fait, dans mon essai, qui était pour moi, qui est pour moi contraire, en fait, à l'intuition libérale originelle. Alors, cette contradiction, c'est vrai, tu as raison, en fait, elle est déjà présente chez les classiques. Et faut clarifier ça. Bon, je le fais hein, à la fin de l'essai, mais on me l'a beaucoup dit, pas reproché, mais on m'a beaucoup fait la remarque. Mais en fait, Amine, le verre était dans le fruit. Et je pense que c'est vrai en partie. Je pense que c'est vrai en partie, mais chez les classiques, il y avait en effet un libéralisme économique assez poussé, hein. Faut pas croire que ces gens-là étaient, s'ils avaient une philosophie un petit peu plus élaborée que les libertariens d'aujourd'hui qui prennent la tronçonneuse Hmm. pour couper l'État, ils étaient quand même très libéraux économiquement. Mais on va dire que leur construction philosophique, c'est-à-dire l'arbitrage dont je viens de parler entre la liberté individuelle, le pouvoir arbitraire et la sécurité collective, ça allait travailler jusqu'à penser contre eux-mêmes et arriver à des exceptions, des nuances et des réserves sur le libéralisme économique. Et donc, bon, j'en cite beaucoup, mais John Stuart Mill, lui, par exemple, disait le commerce, en tant qu'activité sociale, en tant qu'activité qui a un impact sur la vie des autres, tombe immédiatement dans le domaine des restrictions politiques potentielles où on a le droit de mettre des réserves et de prendre des décisions pour réguler le commerce. Adam Condorcet Smith dit, aussi, je crois. Il y avait Adam Smith, tu ah parles d'Adam bien Smith aussi, sûr, qui parle de régulation, qui parle d'encadrement. Ouais. bien sûr, John Stuart Mill, c'est pas le premier, il y a Adam Smith avant. Adam Smith dit même que les, les grands industriels, en fait, les possesseurs de grandes industries ont des intérêts qui les poussent à faire du lobbying auprès des politiques dans le sens inverse de l'intérêt général, c'est-à-dire dans le sens de leurs intérêts, et que souvent ça a eu des résultats désastreux, et donc il faut s'en méfier comme la peste. Voilà, il y en a d'autres, hein. Turgot et Condorcet, ils défendent l'impôt c'est-à-dire de manière indiscutable. Turgot Hmm. dit, quand il y a une disette en 1769, France, il dit, mais en fait, il va falloir prendre aux riches, et Condorcet, je crois, disait prendre ce qu'ils n'auront pas voulu donner par leur bienfaisance. Et Adam Smith disait aussi que les grandes infrastructures qui ne sont pas rentables et que personne ne va financer Oui. individuellement, il faut bien les construire. Et donc pour les construire, eh ben, il faut qu'il y ait une puissance publique, etc. Donc Hmm. oui, ma réponse, elle est à la fois oui, ces gens-là avaient une contradiction interne qui est que en fait, ils n'avaient pas vu la nouvelle source on va en reparler, mais l'arbitraire qui allait peser sur les individus, qui était le capitalisme naissant. Mais en même temps, ils n'étaient pas dénués de réflexion sur eux-mêmes, c'est-à-dire Hmm. qu'ils avaient bien compris qu'il y a des cas où la liberté, ben, c'est pas, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, et Hmm. qu'il y a un moment, il faut la restreindre.
Et donc, Mm. voilà. Il y a un autre exemple aussi sur la Ouais. liberté d'expression, où John Stuart Mill dit faut la restreindre quand elle est synonyme d'incitation à produire des méfaits. Oui. Bon, ça c'est très clair, hein. Ça c'est très clair. Et alors on voit bien qu'effectivement il y a une réflexivité sur leur propre pensée. Mais si je reviens à effectivement ce dévoiement, si on parle d'aujourd'hui, du dévoiement de la notion de libéralisme, qui est poussé à l'extrême. Alors, on a eu la phase du libéralisme classique, on a eu ensuite le néolibéralisme. Maintenant, il y a du libertarianisme qui est en cours voilà, de d'évolution, notamment aux États-Unis, hein, beaucoup plus présent aux États-Unis d'ailleurs, mais qui commence à émerger aussi un peu en France. Et toi, tu as nommé encore un autre concept, c'est l'ordre catalactique. Alors ça m'a intrigué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? J'ai l'impression que c'est la forme ultime, en fait, du libéralisme dévoyé. Ouais, alors l'ordre catalactique, c'est quelque chose qui est défini ou en tout cas amené par Hayek dans sa réflexion, qui est Hayek donc un des pères considérés parfois comme le père fondateur du néolibéralisme. C'est lui qui va introduire ce concept pour décrire un système où l'échange, les interactions sociales sont médiées par le marché en tant que mécanisme d'organisation sociale. Et donc, ça vient du grec, il me semble, katalasein, donc je sais pas comment on prononce, qui signifie échanger, mais aussi faire changer les sentiments. Donc, faire d'un ennemi un ami, pardon. Hmm. Voilà, là, on retrouve un petit peu l'idée qu'il y avait déjà chez Montesquieu du doux commerce. Donc, Oui. ça va, le marché a des vertus pacificatrices. Et donc, chez Hayek, c'est pas simplement pacificatrice, c'est des vertus d'organisateur en fait, d'organisation, de structuration sociale. C'est-à-dire si la société est organisée avec le marché, que Hayek considère d'ailleurs comme un ordre spontané, c'est-à-dire un ordre Oui. naturel, Hmm. efficient, on va dire presque providentiel en fait, hein. Il y a pas cette, y a pas ce caractère divin chez Hayek qu'on retrouvait chez Bastia par exemple au siècle d'avant. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de la croyance en quelque chose de métaphysique et immuable. C'est toute la contradiction hein, des néolibéraux hein, qui vont voir dans le marché un ordre spontané naturel, mais dont il faudra quand même un État pour faire respecter les règles de la concurrence, etc. Donc pas si naturel que ça. Et donc Hayek, il introduit ce terme voilà, pour désigner cet ordre qui va en fait engendrer un ajustement mutuel et naturel entre les intérêts individuels. Et on pourrait dire du néolibéralisme que son but, c'est quelque part d'instaurer cet ordre, de le Hmm. faire respecter, de le faire advenir, de le faire perdurer. Donc c'est pour ça qu'on a un droit de la concurrence, c'est pour ça qu'on a une organisation mondiale du commerce, c'est pour ça que, etc. Et donc c'est déjà en pression chez les néolibéraux, ça. Les libertariens, c'est un petit peu différent pour dire une phrase avant de revenir à la catalaxie. Les libertariens, eux, ils partent de l'individu, hein, toujours. On est toujours sur de l'individualisme méthodologique où ils disent je dois avoir une liberté totale, aucune structure doit peser sur moi, pas même, et en fait surtout pas l'État. Et en fait, ça va les amener à être. En fait, ils vont pousser ça avec une radicalité incroyable et dire bah, en fait, on veut découper l'État, hein, on veut qu'il y Hmm. ait un État minimal qui serve des fonctions à la limite de sécurité, mais certains s'y opposent, hein. Certains disent même, non, non, faut qu'il y ait d'État, en fait, faut pas qu'il y ait de décision collective, faut qu'il y ait des décisions démocratiques, c'est pas ça. S'il doit y avoir une entreprise de sécurité qui est nécessaire, bon, ben, c'est une Hmm. entreprise privée qui émergera, les gens seront amenés à payer pour les services de sécurité parce que ce sera nécessaire et donc ce sera géré comme ça. Donc c'est vraiment voilà, vous imaginez la société dans laquelle Hmm. on vivrait si ça passait comme ça. Donc je crois que c'est Murray Rothbard qui disait, qui est un autre néolibéral à tendance vraiment libertarienne qui disait en fait même les routes faut pas que ce soit public si quelqu'un veut Ouais. aller quelque part il a qu'à se construire sa route. Je sais pas si on se rend compte l'enfer que ce serait une société pareille. Bah, en fait, ça me fait penser, tu vois, à un truc qu'on a vu aux États-Unis. Il y a eu des incendies en Californie très violents il y a peu de temps, avec un pompier privé dont le but, c'était la mission, c'était de surveiller un pâté de maison, mais juste celui-là, et de le protéger des flammes. Mais le pâté de maison d'à côté, il s'en occupait pas, parce qu'il n'était pas payé pour ça. Oui, Donc, voilà. déjà, des incarnations déjà très concrètes. Ouais.
Et donc, bon, ce que je dis pour revenir peut-être juste à la Oui. présentation des libéraux classiques que je faisais, donc ce moment négatif, lutte contre l'arbitraire, de la monarchie, de l'Église, suivi d'un moment positif de construction des institutions libérales, bah pour moi, chez les néolibéraux et les libertariens, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on Hmm. défend le marché, l'ordre catalactique, comme l'ordre naturel, spontané, efficient, presque providentiel. Et donc ça, c'est le moment positif par lequel ça commence. On construit les institutions des marchés, donc le droit de la concurrence, l'OMC, l'Union européenne, etc. Et puis derrière, on va avoir un moment négatif de lutte contre toutes les entraves au marché, toutes les contestations. Et donc c'est Javier Milei qui vient à Davos et qui dit Hmm. l'État n'est pas la solution, l'État est le problème, les parasites qui vivent de l'État, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de la décision collective et politique et qui ne va pas dans le sens de la préservation de l'ordre catalactique sera Hmm. combattu. Et donc, d'un moment négatif de lutte contre l'arbitraire suivi d'un moment positif de construction des institutions de la liberté, Hmm. en fait, on passe à une logique renversée qui est d'abord un moment positif de construction de l'ordre catalactique et marchand, suivi d'un moment négatif de contestation de tout ce qui s'oppose à l'ordre catalactique. Donc, c'est le renversement j'essaye d'identifier dans le livre et il n'est pas si... Donc, bon, ça a des limites parce que, évidemment, chez les libéraux classiques, certains diront il y avait déjà la contradiction, il y avait déjà Hmm. le ver dans le fruit parce qu'ils n'avaient pas vu, ils essayaient de penser la liberté individuelle sans faire attention au pouvoir arbitraire de l'économie. Ils voulaient concilier la liberté individuelle et la propriété privée. Voilà, Marx dira qu'ils essayent de concilier l'irréconciliable. Certes, mais je pense quand même qu'il y a une différence entre les deux et on peut pas. Pour moi, ce livre, en fait, il s'adresse peut-être plus à la gauche, d'ailleurs, qu'aux libéraux, en disant, regardez, on peut pas considérer l'ennemi comme un bloc homogène où tout le monde pense pareil et on n'a qu'à dire ce ne sont que des libéraux. Hmm. Certains à gauche disent ce sont tous des fachos, etc. C'est pas vrai, Hmm. c'est pas tous des fachos et c'est pas tous le même libéralisme. Et d'ailleurs, chez les libertariens, il y a un peu la contradiction initiale du libéralisme classique qui arrive à son niveau, je veux dire, à son apogée et elle devient ridicule. C'est Oui, des gens qui disent, voilà, la liberté individuelle jusqu'à ne même plus avoir d'État, jusqu'à ce que chacun doive se construire sa route dès qu'il veut se déplacer, etc. Et on sent bien que ça ne fonctionne pas, cette société-là, de toute façon. Mais en plus, c'est un moment négatif qui se retourne contre le moment bien positif du sûr, marché, parce que les néolibéraux eux-mêmes disaient qu'on avait besoin de l'État pour faire bien respecter les sûr, codes du marché. Et bien donc sûr, c'est un peu le moment négatif qui se retourne contre le moment bien positif sûr. des Mais libéraux. alors tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, je me suis interrogé sur la pensée libérale aujourd'hui, en fait. Quelle doit être sa place, quel doit être son apport au courant des idées et particulièrement aux luttes qui nous intéressent, c'est-à-dire les luttes écologistes. J'ai l'impression que cette pensée libérale, c'est-à-dire en fait qui est une lutte contre l'oppression, telle que pensée voilà, initialement, elle est beaucoup présente dans le champ associatif. C'est-à-dire de défense des droits humains, de défense des droits de l'enfant, de défense de la nature. Moi, je pensais notamment à l'association Wild Eagle qui a vraiment poussé assez loin ce sujet de défense d'un droit vis-à-vis d'une oppression, qu'elle soit étatique et autoritaire. Et est-ce que c'est ça qui, toi, qui t'a incité à aller chercher plus loin ce concept de libéralité, de libéralisme, par rapport aussi à ce que tu avais vécu dans ton rôle de porte-parole contre la 69? Ben, quelque part, c'était pas l'idée, mais en effet, il y a eu une grosse rétroactivité sur mon expérience militante. Je Mhm. m'explique. En fait, quand on est sur un territoire, on lutte contre un projet d'aménagement absolument ridicule, ubuesque, décrié par tous les scientifiques, qui était dans mon cas l'autoroute A69, parallèle à une route publique sur laquelle il n'y a pas grand monde, qu'on peut certes améliorer, rénover, mais enfin, je veux dire, un projet qui n'a vraiment aucun sens et qui en plus est un désastre écologique. On se dit, bah, on va avoir les scientifiques de notre côté, c'est ce qu'on a eu, les professionnels de la construction de notre côté, c'est ce qu'on a eu, les professionnels de la santé, etc., etc., et les citoyens aussi, hein, parce qu'il y a eu des 95% d'avis défavorables sur la commission d'enquête publique. Et donc, en fait, on se heurte à un pouvoir arbitraire, c'est-à-dire l'État qui fait fi de la Mhm. démocratie, qui fait fi de la science, qui fait fi de la santé, etc. Et on se retrouve avec écrasé par une sorte de machine, qui est la machine de l'État, mais derrière, en fait, faut être
faut être lucide sur ça, c'est la machine capitaliste, puisque Oui. l'entreprise Pierre Fabre elle-même, qui a fait beaucoup de lobbying pour cette autoroute, elle avait menacé au plus haut de notre contestation, elle avait menacé jusqu'à Matignon, elle avait envoyé une lettre de chantage à l'emploi en disant on va délocaliser, etc. Si on n'a pas notre autoroute qui va nous faire gagner quelques minutes jusqu'à Toulouse. Et Mm. donc, mon interprétation, c'est-à-dire un accès facilité à l'aéroport de Toulouse pour faire de l'export-import, etc. Et donc, en fait, moi, je me suis beaucoup dit, après, en écrivant le livre, que cet arbitraire-là, qui s'abattait sur des gens qui vivent dans un territoire et qui n'ont même pas la capacité de décider de l'aménagement du territoire sur lequel ils vivent. Et donc, certainement, dont ils connaissent les besoins, les nécessités, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mieux que d'autres. Et donc, cette absence de considération pour la parole des autochtones, des habitants, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait écho quand je lisais sur le libéralisme classique de lutte contre l'arbitraire. En fait, je ne pense pas que, malgré tout, la pensée libérale classique, elle soit un outil pour le militantisme et les oppositions à gauche. Néanmoins, moi je crois qu'après cette plongée dans l'histoire intellectuelle du libéralisme, en fait, il faudrait qu'on revienne à l'intuition libérale classique, qu'on se réalise la contradiction interne, donc entre la conciliation irréconciliable, hein, comme je disais, de la liberté Mm. individuelle et de la propriété privée, et tout ce que ça amène derrière, en fait, la propriété privée. Qu'on revienne à ça, qu'on identifie cette contradiction et qu'on la dépasse. Et donc, et qu'on se dise, en fait, c'était pas par l'individu, c'était pas par l'individualisme méthodologique qu'il fallait attraper le problème. C'est comme l'a fait Marx après, par la structure et par. Alors certains me diront, mais pourquoi pas partir de Marx immédiatement? Eh ben, Marx lui-même reconnaît que le passage des droits de l'homme et du libéralisme, ça l'a aidé à construire sa théorie. Mm. Et il le dit dans un passage, bon, je ne vais pas trop épiloguer dessus, mais il dit par exemple Aristote, dans la Grèce antique, il n'avait pas réalisé que c'est la force de travail qui allait pouvoir servir, comme dans la théorie de Marx, à mesurer la valeur des choses et à dire qu'elles pouvaient être échangeables, parce que lui vivait dans une société où il y avait des esclaves, et donc le travail des esclaves était considéré comme donné, il n'avait pas la même valeur que le travail des citoyens, etc. Et donc Marx, il a bien fallu qu'il y ait la révolution des droits de l'homme et du libéralisme et and so on, pour que lui il puisse avoir l'idée que en fait, le travail humain, c'est une espèce de métrique universelle. Et donc, Mm. quelque part, là, il reconnaît que, voilà, il y a eu un apport qui lui permettait, lui, de penser les contradictions du libéralisme et de les dépasser. Et donc, moi, ce que j'identifie, c'est à la fois, je pense que ce retour au geste qu'a fait Marx, c'est-à-dire de lire nos adversaires, on va dire, si je puis dire, Mm. politiques et intellectuels, pour identifier très précisément l'endroit où l'on diverge et très précisément ce qu'on a à leur reprocher, et pour dépasser un peu cette critique qui est simplement conséquentialiste, de dire mais regardez tout ce que le libéralisme ça apporte. Parce que sinon on se heurte aux mêmes défauts intellectuels qu'on reproche à ceux qui nous disent regardez le communisme, ce que ça a apporté. Oui. C'est une faiblesse intellectuelle quand même Oui. assez grande. Et donc je Mm. pense qu'il faut dépasser ça, aller identifier très précisément pourquoi les libertariens ça marche pas, pourquoi le libertarianisme ça va mener à la loi de la jungle, à la guerre de tous contre tous, à laquelle essayer d'échapper les libéraux classiques. Oui, c'est Vous ça. Oui. êtes en contradiction avec votre propre héritage intellectuel, donc Ouais, il y a une parlez-vous. sorte d'éternel retour un peu bizarre, là, hein, ça. Ouais. Bah oui. Mm. Et donc ça, et puis pourquoi le néolibéralisme, c'est un dévoiement, c'est parce que là, on parle plus de liberté individuelle, on parle d'imposition presque agressive en fait d'un ordre marchand qu'on n'a plus le droit de contester. Et chez les libéraux classiques, cette contradiction, voilà, qu'il y avait initialement entre la liberté individuelle et la propriété privée, mais quelque part, qui était en germe un peu chez les penseurs, parce qu'on sentait bien qu'ils étaient libéraux économiquement, mais ils mettaient des réserves. Il faut quand même que l'État fasse ci, il faut quand même de la régulation du secteur Ouais. bancaire, Mm. comme on construit des murs pour éviter la propagation des incendies, écrit Smith. Donc Mm. il sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir hétéronomique dans le champ Mm. économique. Et on peut leur faire le reproche aux libéraux classiques de ne pas avoir vu ça, de ne pas avoir prédit que la propriété privée, le capitalisme, ça allait tourner comme ça. Et donc ça allait se retourner contre la liberté individuelle elle-même. Mais on va dire que bon, c'est un peu dur à faire comme reproche. Il n'y a pas grand monde qui l'avait vu ça à part Marx. Donc Ouais. voilà, c'est ce geste, voilà, un peu, on va dire épistémologique, de revenir à ce qui a été écrit, Mm. d'identifier la contradiction pour ensuite dépasser Mm. ces contradictions-là. Et donc moi, je ne suis pas pour réformer le libéralisme, pas du tout, hein. Je suis pour le dépasser, je suis beaucoup plus proche des révolutionnaires Mm. de leur époque. Et donc,
Donc je pense que il est utile à la gauche ce livre, en cela qu'il il nous permet voilà, de plus voir l'ennemi comme un bloc homogène et d'avoir un peu de finesse dans la critique. Hmm. Donc, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais à t'entendre, j'ai envie de te dire que libéralisme, game over, et passons au marxisme slash communisme pour justement relever les défis environnementaux et climatiques. Ben, il est clair que le problème écologique, dans la manière avec laquelle on le formule aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une grosse source d'arbitraire qui nous menace, hein, Hmm. c'est-à-dire le climat de se dérégler de manière irréversible, en tout cas de changer, un terme plus précis, de manière irréversible, la biodiversité d'être tout simplement anéantie ou en tout cas massivement diminuée de manière aussi irréversible, avec des implications majeures pour nos vies, et donc à tel point que des biologistes et des climatologues se demandent si l'humanité va survivre, et en tout cas dans quelle zone il sera possible de survivre. Je pense que on pourrait le considérer comme une source d'arbitraire sur laquelle il va falloir réfléchir très sérieusement et le plus vite possible. Et donc face à cet arbitraire, c'est de se demander comment on va résoudre ce problème-là sans rentrer dans une forme autoritaire de gestion du problème, donc de dictature. Et donc ça, c'est un peu le problème, on va dire, séminal du libéralisme. Et je crois qu'il nous fait apparaître la contradiction qu'il y avait chez les libéraux classiques aussi. Donc c'est-à-dire ce problème écologique, c'est bah, il va falloir que chacun préserve sa liberté, fasse ce qu'il veut, les droits de l'homme, etc., sous contrainte d'éviter la catastrophe. Hmm. Et c'est un peu le problème de Hobbes, c'était chacun fait ce qu'il veut sous contrainte d'éviter la loi du plus fort, les guerres de religion. Et là, c'est un peu pareil. Chacun doit faire Hmm. ce qu'il veut, on doit préserver la liberté individuelle, sous contrainte de ne pas avoir une planète qui brûle, qui explose. Et Hmm. donc, je crois bien que dans le chacun fait ce qu'il veut, eh ben, il y a des très fortes réserves à émettre, et notamment, on se rend bien compte que le pouvoir structurel qu'ont certains acteurs, des fonds d'investissement, des grandes entreprises, les planificateurs de l'aménagement du territoire, qui sont aujourd'hui les entreprises, parce qu'on dit que la planification écologique n'est pas possible, mais les entreprises planifient aujourd'hui Hmm. l'aménagement du territoire qui va servir leur rentabilité, Bien sûr. les investissements à long terme qui vont leur permettre d'avoir une sécurité sur les rendements de leur capital, le choix de tel secteur ou de tel territoire qui doit vivre ou mourir, les entreprises planifient tous les jours. Et Bien sûr. donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à qui a le pouvoir de planification, Oui. qui a le pouvoir de décision. Et c'est la grosse, grosse, grosse contradiction libéraux contemporains, du coup, qui veulent nous expliquer on va s'en sortir avec le marché. Hmm. Bah, de toute évidence, non. Parce que si c'était le Hmm. cas, on serait pas dans une si mauvaise posture. Hmm. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que Mais ce que tu me dis là, ça me fait un peu penser à la place de l'État aussi. Quelle doit être la place de l'État dans la planification? Et tu en parles un tout petit peu dans ton livre quand tu parles de socialisation, notamment à travers la sécurité sociale, qui à l'origine n'était pas une prérogative de l'État. Parce que là aussi, il n'y a pas aussi à penser, évidemment, la place du marché, mais aussi la place de l'État par rapport au pouvoir citoyen. bah, je crois que l'immense contradiction en fait chez les libertariens, c'est et les néolibéraux aussi, parce qu'ils veulent un État pour faire respecter les lois du marché, mais ils le veulent le plus petit possible. C'est de voir en l'État une source arbitraire de pouvoir qui s'abat sur les individus, comme à l'époque les libéraux classiques se battaient contre la monarchie ou l'Église. Mais ce qui est très 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 contradictoire et paradoxal chez ces gens, c'est qu'ils nous expliquent que l'État, à la moindre régulation, à la moindre loi, au moindre code de l'environnement, que sais-je, il abat Hmm. un pouvoir arbitraire exceptionnel sur les individus contre lesquels il faudrait lutter, mais ne s'offusque absolument jamais du pouvoir non moins arbitraire, voire éminemment plus arbitraire en fait, qu'exerce un petit nombre de personnes, d'entreprises, de fonds d'investissement sur nos vies. On a les GAFAM qui sont quatre entreprises. Et donc, si on remonte dans la chaîne de commande en fait de ces structures, une poignée de personnes qui décident de toute l'infrastructure numérique qu'on utilise aujourd'hui. On a la même chose dans l'agro-industrie. C'est pas la GAFAM, ça s'appelle les ABCD. J'ai oublié leur nom, mais c'est pareil, c'est quatre mastodontes qui Hmm. possèdent je ne sais plus combien de pourcents, peut-être 70% du marché des semences, qui Hmm. brevettent le vivant, qui décident Hmm. ce que les paysans peuvent planter ou non.
On a la même chose en finance. On a deux fonds d'investissement, BlackRock et Vanguard, qui gèrent l'équivalent en valeur d'actifs du PIB européen. Donc, en Mm. fait, je suis toujours éberlué de voir des libéraux nous expliquer que bah, si l'État met une loi pour empêcher que on avale des PFAS ou qu'on mange de la nourriture qui a, qui a- Du qui a cadmium. été produite aux pesticides, voilà, on a le problème du cadmium en ce moment, etc. C'est une source incroyable d'arbitraire et de coercition sur nos existences, mais par contre qu'une poignée de gens décident dans quel secteur on va Mm. investir, dans quel territoire on va devoir travailler, dans quelles conditions et à qui sera réparti le fruit du travail, etc. Alors ça par contre, c'est lettre morte, c'est l'éléphant dans la pièce en fait de leur matrice politique. Mm. Donc moi je crois que face au problème écologique, pour répondre à ta question que je vais pas esquiver, il est clair que l'intuition libérale originelle, elle nous sert à ça, dire d'où vient l'arbitraire. D'où Oui. vient l'arbitraire? Et c'est une manipulation politique, en fait, de faire croire aux gens que le pouvoir arbitraire qui s'abat sur nos existences, il vient d'un grand remplacement complotiste, Mm. de submersion migratoire ou que sais-je, que la guerre qui nous est déclarée, elle nous l'est par des pays au Moyen-Orient qui d'ailleurs, un PIB, je veux dire, 5 ou 10 fois inférieur aux pays occidentaux, donc c'est pas le danger du siècle, je veux dire, on n'est pas sous la menace des talibans en France, Mm. euh, on n'est pas non plus menacé par les gens qui veulent changer de genre, qui veulent changer leur état Mm. civil, je veux Mm. dire, enfin, c'est d'où vient l'arbitraire dans nos existences vraiment? Bah, tous les Mm. matins, on est obligé de se lever pour aller travailler. Ah oui, mais qui décide de ça? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi produire? Pour gagner combien? Mm. Dans quelles conditions? Et donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on n'a pas de prise. Bah, ça, c'est l'intuition libérale originelle de dire, OK, ce pouvoir arbitraire-là, il va falloir à un moment le contester, il va falloir le dépasser. Mais il va falloir qu'on le fasse sans rentrer dans la contradiction du libéralisme classique, bah, qui a enfanté quand même des petits monstres, hein, le néolibéralisme et le libertarianisme. Et en Mm. se disant cette fois, bah ok, on va pas rentrer dans ce problème, on va pas essayer de le résoudre par bah je fais ce que je veux, je peux créer des Mm. entreprises, je peux voilà, je peux Mm. inonder le marché de ce que je veux. On va le résoudre par bah, on va créer des structures dans lesquelles évidemment il faudra délibérer, évidemment il y aura un problème démocratique, il y aura un problème de décision, il y aura un problème de qui décide de quoi. Et un jour, un libéral m'a dit la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Il essayait de s'appuyer sur Tocqueville de manière assez maladroite, parce que Tocqueville dit pas vraiment ça, mais Mm. 51% des gens vont décider pour les 49 autres, c'est la tyrannie, c'est arbitraire, Mm. etc. Et j'ai dit mais moi je suis d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, je me sens plus proche de l'anarchisme du communisme, mais euh, 51% contre 49, c'est quand même mieux qu'une personne contre toutes les autres qui Bah, travaillent bien dans sûr. l'entreprise. Bien sûr. Donc, tu vois, cette contradiction-là, je pense qu'il va falloir la dépasser. Et donc, évidemment, bah, je crois que là, on n'a plus trop le choix de s'orienter vers des Mm. solutions de communalisation, de socialisation, de préservation de l'environnement qui nous entoure, à la réappropriation bah, des moyens de production, Mm. des lieux qui sont investis pour la production et des lieux qui sont alloués à autre chose, potentiellement par les habitants qui y vivent. Je pense qu'on peut quand même essayer d'avoir une prise concrète sur le réel comme voilà, pour revenir au combat écologique, le soulèvement de la Terre nous a montré que c'était possible, c'est-à-dire que bah, les gens qui vivent sur leur territoire, qui sont les mieux à même de définir Mm. ce dont ils ont besoin. D'où vient l'arbitraire? J'aime bien cette conclusion. C'est peut-être ce qui nous resterait de la pensée libérale, mais que apparemment il faut y répondre différemment que par la méthode libérale. Merci Amine pour la discussion passionnante. Encore une fois, allez vous procurer Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme, paru aux éditions de l'Échiquier. Encore une fois, merci, à très vite. Et puis bon vent à toi pour la suite. Merci beaucoup, Frédéric. À Au revoir. bientôt. C'est la fin de cet épisode de La Pelote. Et vous, quel est l'arbitraire contre lequel vous voulez lutter aujourd'hui? Où se situe-t-il dans l'enjeu écologique? Dites-le nous et partagez-le en commentaire. Et demande spéciale, n'hésitez pas non plus à dire quelle personne vous voudriez voir invitée dans ce podcast. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Pelote. Salut!